Parce qu'il occupe un écosystème où se joue l'avenir de la Terre, l'ours polaire est un symbole. Aujourd'hui, 20 à 25 000 ours polaires se répartissent entre 19 populations. La moitié d'entre elles déclinent. Les experts affirment qu'en 2050, un tiers des ours polaires aura disparu. Pourtant, l'animal résiste. Sa bataille pour survivre est sans doute la plus grande jamais livrée entre les forces de l'adaptation et celles de l'extinction. Où va l'ours polaire? Selon l'Union mondiale pour la nature, qui classifie le degré de fragilité des espèces, il n'est encore considéré que comme vulnérable. Cette étape précède le danger d'extinction. Pour d'autres, il est déjà en péril grave car les banquises désormais tremblent et se fissurent sous ses pas. L'ours polaire fut jadis nommé Ursus maritimus, en raison de son extrême adaptation au milieu maritime. Il peut nager à 8 km/h et plonger à une profondeur de 8 mètres. Cependant, ce matin de printemps, au large des côtes islandaises, le voyage extraordinaire d'un mâle va stupéfier la communauté internationale. Ce jour-là, près de la petite ville de Skogafjörður, au nord de l'Islande, des policiers filent vers la zone côtière. Ils ont été appelés à l'aide. Un ours polaire rôderait dans les parages. Or, il n'existe pas de population d'ours polaires en Islande. Pourtant, l'ours est bien là. Un fermier l'a observé avant de rameuter ses voisins. Quand la police arrive, l'intrus a déjà provoqué des embouteillages sur la petite route côtière. Le premier appel que nous avons reçu provenait des habitants de Skogafjörður. Ils nous demandaient s'il s'agissait bien d'un ours polaire. Après 6 ou 7 appels du même genre, il y avait déjà une centaine de personnes qui observaient la situation. Nous avons décidé d'aller sur place et avons vu l'ours. La présence incongrue d'un ours polaire sur le sol islandais inquiète. Et si l'animal devenait dangereux? Des hommes armés sont envoyés sur les lieux. L'officier de police Stephansson et le directeur du centre de recherche sur la nature Samuelsson arrivent bientôt. Il leur incombe de prendre les décisions adéquates dans cette situation de crise. C'était plutôt une chose effrayante à voir. Il y avait beaucoup de monde en train de regarder, et puis l'ours a commencé à se déplacer vers la foule. À ce moment, nous ne savions pas vraiment quoi faire. Allait-il le sauver ou l'abattre? Nous attendions les ordres du ministère de l'Environnement. Faire venir un produit vétérinaire anesthésiant prendrait 24 heures. Du point de vue des autorités, il n'y a qu'une décision possible, la pire. L'impact de ces événements sur l'opinion publique est terrible. Mais les autorités se défendent. Avaient-elles le choix? Comment auraient-elles pu se préparer à un événement aussi improbable? D'ailleurs, pourquoi un ours polaire a-t-il quitté les territoires normalement dévolus à son espèce et nagé sur des centaines de kilomètres pour arriver sur une côte islandaise? À cette question, chacun répond réchauffement climatique. L'ours polaire de Skogafjörður est forcément l'un des premiers réfugiés climatiques des temps modernes. Depuis des décennies, les ours polaires subissent de plein fouet le réchauffement climatique dénoncé par la majorité des experts.
Sur le continent, une fonte des glaces chaque année plus précoce révèle sous leurs pas le sol herbeux et rocailleux. Plus loin, à l'horizon, ce sont les banquises qui s'amincissent. Depuis 800 ans, l'épaisseur de la banquise n'a jamais été aussi faible qu'à la fin des années 2000. Les glaces semblent fondre inexorablement. La révolution climatique oblige les ours polaires à s'adapter à un environnement dont le réchauffement transforme toutes les composantes, cycles végétaux, flux migratoires, disponibilité des proies et de la nourriture. Sur ces glaces qui se désagrègent, on peut imaginer qu'un ours désemparé se laisse porter jusqu'au large, sente se dérober sous ses pas les glaces délitées et se retrouve damné. Nager, nager, et nager encore, ou périr. 150 000 ans d'évolution ont adapté l'ours polaire à un environnement de glace et non d'herbage ou de rocaille. Sa graisse qui l'isole du froid, sa fourrure blanche qui se fond sur la banquise, son corps adapté à la nage, à quoi serviraient ces avantages dans un monde sans glace ? À la fin du XXe et au début du XXIe siècle, les pôles ont connu une augmentation des températures atmosphériques 2 fois supérieure à celle du reste du monde. Un phénomène appelé amplification polaire, qui rend plus cruciaux les phénomènes de réchauffement climatique dans la zone arctique. La rupture des glaces, le vélage, se produit de manière précoce et accrue. Depuis 1979, les images satellites permettent de connaître avec précision l'étendue de la banquise en Arctique. Cette animation montre l'étendue de glace à la fin de l'été, lorsqu'elle est la plus réduite. Chaque décennie, la banquise est amputée de 8%. Entre 1980 et 2007, on a noté une réduction des glaces de 43%. Ces chiffres rendent vraisemblable l'irruption d'un ours sur les côtes islandaises. Un homme, Mitch Taylor, professeur à l'université de Lakehead au Canada, conteste cette théorie. Il étudie l'ours polaire depuis 30 ans. Dans la communauté des experts, il fait figure de rebelle. Selon lui, après 30 années de réchauffement, les populations d'ours n'ont pas subi de déclin, à l'exception de celles qui vivent au sud de la mer de Beaufort. Dans les autres zones géographiques, affirme-t-il, les populations d'ours sont stables, voire en hausse. Les points de vue de Mitch Taylor sur le réchauffement climatique sont controversés. Le chercheur est devenu la bête noire de ceux qui croient que la fonte des banquises compromet irrémédiablement l'avenir de l'ours polaire. Chaque année, les images de ces ours désemparés, errant sur un sol glacé qui se dérobe sous leurs pas, frappent l'opinion publique et semblent justifier l'inquiétude des scientifiques les plus pessimistes. Le désarroi de ces animaux préfigure-t-il notre propre destin d'hôte d'une planète en danger? La place de l'ours dans notre univers émotionnel et symbolique nous fait-elle surestimer les dangers encourus par l'espèce? Difficile pour les hommes du XXIe siècle de ne pas s'identifier à ces naufragés.
Comme pour donner davantage de substance à ses angoisses, à peine 2 semaines après l'irruption d'un premier ours en Islande, un second accoste en ce mois de juin. La tragédie se déroule cette fois près de la ville de Sauðárkrókur, dans un fjord nommé Skógá. Cette fois, les autorités ont bien tenté de capturer l'animal, mais celui-ci a chargé un groupe de journalistes arrivés sur place avant les vétérinaires. Le phénomène, toujours aussi mystérieux, devient préoccupant. D'où viennent ces ours à la recherche de nouveaux territoires? Il existe 19 populations d'ours polaires. Leur aire de répartition s'étend du 60e parallèle, qui traverse la baie d'Hudson et inclut l'Alaska, le Groenland, le nord des pays scandinaves et de la Russie, aux banquises permanentes du centre de l'Arctique. Cependant, les ours vivent principalement sur la banquise saisonnière qui se forme chaque hiver aux lisières de l'océan Arctique. Bien que située au nord du 60e parallèle, l'Islande ne fait pas partie du territoire des ours polaires. Alors d'où venaient les victimes des tragédies de juin? L'enquête commence. Le premier animal était un mâle et le second une femelle. Leur squelette a été préservé. Il ne présente aucun indice particulier. Il n'en est pas de même du pelage, qui fournit, lui, un indice précieux. Sous les membres antérieurs, à l'emplacement des aisselles, le poil a disparu, laissant place à une zone d'ulcération. Une seule explication, les ours ont nagé si longtemps que le frottement leur a mis les chairs à vif. On soupçonne alors que les animaux ont pu venir du Groenland et qu'ils ont nagé plus de 500 km. Pour avoir accompli pareil exploit, ils devaient être jeunes et dotés d'aptitudes physiques extraordinaires. Karl Skirnisson, biologiste islandais, se prépare à déterminer leur âge. Pour cela, le chercheur va utiliser une dent de chaque ours. Il les découpe d'abord en lamelles très fines. Les dents sont ensuite plongées dans des liquides colorés qui permettront au microscope de mieux en visualiser la structure intime. La ligne épaisse qui apparaît dans la partie inférieure de l'écran témoigne d'un moment particulier de la vie de l'ours. Après avoir passé les 3 premières années en compagnie de sa mère, il a dû se séparer d'elle pour mener sa propre existence. Une production plus importante de sément, le matériau des dents, témoigne de cette année de stress. Chaque ligne de la structure dentaire de l'ours équivaut à une saison. Karl Skirnisson découvre ainsi que le mâle était âgé de 23 ans et la femelle de 15 ans. La longévité moyenne de l'ours polaire est de 25 ans. Aucun des 2 animaux n'était donc l'athlète que laissait présager leur parcours à partir du Groenland. Les dissections ont également prouvé que la femelle a déjà donné naissance à 3 petits au moins. 2 ours vulnérables, en fin de cycle reproductif, contraints à un voyage de plusieurs centaines de kilomètres. Soudain, ce profil évoque une autre hypothèse que celle d'animaux chassés de leur domaine par la fonte des glaces. Et s'ils en avaient été expulsés par des congénères plus forts qu'eux? Chez les ours polaires, la violence n'est pas rare. Se pourrait-il qu'elle s'accroisse sur un territoire rétréci par le réchauffement climatique? Cette femelle, accompagnée d'un petit, va devoir le protéger de l'agressivité d'un jeune mâle. Quand le mâle se redresse pour l'intimider, la femelle décide que la meilleure défense est l'attaque et se précipite vers lui pour le tenir à distance. Le mâle comprend qu'il n'a pas intérêt à trop s'avancer. La femelle s'assure une fois de plus qu'il n'importunera pas l'ourson. Elle finit par le chasser. Il arrive que de telles scènes dégénèrent et finissent par des coups de croc et de griffes.
Depuis plus de 20 ans, installé dans son buggy laboratoire où travaille toute une équipe, Andrew de Rocher étudie le comportement des ours polaires. Le chercheur de l'Université de l'Alberta est considéré comme l'autorité la plus légitime sur le sujet. Il est l'un des meilleurs observateurs d'une violence qui, chez les ours, prend désormais une tournure tragique. C'est quelque chose que nous avons déjà vu. 3 observations de cannibalisme ont été relevées cette année au sein de cette population. Ces observations ont été faites par le département environnement du Canada. Ce que nous voyons ici se déroule au Svalbard, en Norvège. Il y a une femelle adulte de ce côté et un mâle adulte de l'autre. Et qu'est-il en train de se passer? Voilà ce qui se passe. Regardez ce mâle. Il est dans une piètre condition, il était flanqué. Les animaux désespérés font des choses désespérées. C'est pourquoi nous commençons à avoir de plus en plus de problèmes parmi les ours. Les ours cherchent de nouvelles solutions et essaient de trouver un moyen de gérer le manque de nourriture. Un ours qui tient dans sa gueule les restes de l'ourson qu'il vient de tuer. Une pression accrue des individus les uns sur les autres. Une nourriture raréfiée qui contraint les ours à se disputer de maigres proies rejetées par la mer. On pourrait croire que rien ne va plus dans la société des ours polaires. Ces désordres ont-ils forcé à l'exil les 2 ours échoués en Islande? Pour Mitch Taylor, il ne faut pas conclure de ces phénomènes de cannibalisme que le réchauffement climatique augmente la pression démographique sur les ours et les pousse à des comportements anormaux. Les adolescents sont parfois ceux qui tiennent lieu de proie. Pour un autre ours, c'est aussi de la nourriture après tout. Les actes de cannibalisme récemment observés ne seraient donc que des phénomènes isolés. Pour Mitch Taylor, la société des ours fonctionne de manière à éviter les rencontres fatales. Mères et petits se tiennent naturellement à l'écart des grands mâles, et réciproquement. Les jeunes mâles évitent également les mères et les petits, car ils savent que les mères peuvent être féroces. Parfois, pense Mitch Taylor, ces stratégies d'évitement spontané échouent. 2 individus qui ne devraient pas se croiser se rencontrent et s'affrontent. Selon lui, ce sont de simples accidents sans lien avec le réchauffement climatique. Quelle population pourrait survivre si les individus s'entre-dévoraient? Pourtant, à en croire les observations réalisées par Andrew de Rocher, les dérèglements se multiplient. L'état de cette femelle l'atteste. Elle a 2 beaux petits. Ils ont entre 1 an et 1 an et demi. Ils se portent raisonnablement bien à ce stade, mais ils ont vraiment besoin de retourner sur la banquise pour se nourrir. Et vous pouvez constater que la femelle n'a plus beaucoup de réserves de graisse. C'est parce que l'été précoce éloigne les ours de la banquise et de leur source principale de nourriture que l'état physique des animaux se dégrade. Voici l'une des premières ours dont je me suis occupé sur la côte de la baie d'Hudson. Elle porte un boîtier radio sur la tête. Et à l'époque, nous avons pu la suivre jusque dans sa tanière. Cette année-là, elle a eu des triplés. Elle était incroyablement grosse. Aujourd'hui, vous ne voyez plus de femelles comme elle. Elles ne peuvent plus prendre autant de poids. Cette femelle pesait 450 kilos et elle a donné naissance à des petits en pleine santé. Et là, par contraste, cette femelle photographiée en 2007, mais personne n'achèterait une carne pareille. Regardez la façon dont son dos est creusé. Quand la banquise vient à manquer, les ours n'ont d'autre choix que de chercher leur nourriture sur la terre ferme. Là, pas de glace à fissurer pour capturer les phoques riches en graisse dissimulée par-dessous. Il faut se contenter par exemple de carcasses échouées. Certains ours commencent à tourner le dos à la mer et à changer de régime alimentaire. Dans le système digestif de la femelle abattue en Islande, on a trouvé des traces d'œufs. La preuve tangible qu'une mutation comportementale est à l'œuvre chez les ours. Leur mode de vie change. Leur régime s'adapte aux modifications de l'environnement. Par exemple, de plus en plus, les ours se nourrissent de myrtilles sauvages.
L'adaptation des ours semble consolider les théories de ceux qui, comme Mitch Taylor, croient qu'on exagère les conséquences négatives du réchauffement climatique. Pour ces biologistes, la pénétration des rayons du soleil dans une eau dégagée de glace stimulera la croissance du plancton végétal et, consécutivement, la prospérité de toute la chaîne alimentaire, du poisson à l'ours polaire, en passant par les phoques ou les belugas, ces mammifères marins proches du dauphin qui vivent dans les eaux de l'Arctique. C'est pourtant bien à une dégradation radicale de l'environnement qu'on assiste dans le Grand Nord. Cette dégradation produit pour l'ours polaire d'autres effets catastrophiques, liés à sa position de dernier maillon dans la chaîne alimentaire. Dans des conditions normales, l'ours se nourrit de phoques, lesquels ont consommé des poissons, eux-mêmes prédateurs d'autres poissons. Ces derniers se sont gorgés de petits crustacés et de plancton. C'est ainsi que toutes les créatures des océans se retrouvent directement ou indirectement dans l'estomac de l'ours polaire. Ces crânes d'ours vont livrer aux chercheurs de l'université d'Aarhus, à Copenhague, des secrets susceptibles de mettre à mal la théorie de l'accommodation de l'ours à son nouvel environnement. Ils ont été fournis aux chercheurs par des Inuits du Groenland, autorisés à chasser l'ours polaire dans la limite de quotas en vertu de leurs traditions et droits ancestraux. Pour découvrir ces secrets, il faut pratiquer une trépanation et atteindre le cerveau de l'animal. Un nouveau crâne d'ours, à peine livré, a été remis aux chercheurs. Il va leur permettre de relever dans le cerveau les indices les plus récents. C'est un beau celui-là. Maintenant, nous allons commencer la dissection. Il nous faut d'abord retirer le cerveau de la boîte crânienne. Le cerveau de l'ours, comme le nôtre, est constitué de neurones par lesquels transitent des flux électriques. Dans certains cas, les substances chimiques qui les relient au sein de ce qu'on appelle les synapses se dégradent. Les neurones se désassemblent, l'interconnexion s'affaiblit. Il s'ensuit chez l'animal des comportements erratiques, désordonnés, anormaux. Aujourd'hui, Christian Zone, le pathologiste danois, va traquer ces signes de désorganisation dans l'encéphale d'un animal récemment tué. Les premières conclusions de cette étude sont que nous avons trouvé un lien entre la concentration de contaminants et différents impacts sur le tissu osseux, sur les organes de reproduction, sur les organes internes et aussi maintenant sur le cerveau et probablement sur son fonctionnement. Chez les ours polaires, des polluants détruisent la matière même du cerveau. L'Arctique est pollué. Les courants marins de l'Atlantique et du Pacifique entraînent et concentrent vers lui du mercure, du plomb, des pesticides et des produits chimiques, les PCB et PPDE utilisés pour retarder les flammes sur les tissus d'ameublement. Ces polluants sont aussi transportés par voie aérienne et sous forme de pluie ou de neige finissent également dans les eaux arctiques. Chaque année, 200 à 300 tonnes de mercure empoisonnent la région arctique. Par le biais de la chaîne alimentaire, les plus lourds polluants du monde détruisent le cerveau des ours et les rend incapables d'affronter de manière coordonnée le stress lié à la réduction de leur habitat. De plus, on a détecté chez l'ours polaire un nombre croissant de cas d'hermaphrodisme. Le foie et les reins sont également touchés. Jusqu'où peut aller la capacité d'adaptation de l'ours? Comment le géant de l'Arctique peut-il lutter contre le réchauffement climatique, la pression démographique, le cannibalisme et les poisons? N'a-t-il d'autre choix que de s'exiler à la nage vers des côtes où il ne parviendra, épuisé, que pour y être abattu?
En Alaska, Christine Simak, de l'université d'Anchorage, veut comprendre comment les ours réagissent aux nouvelles données de leur environnement. Il s'agit, à partir d'un hélicoptère, d'endormir des animaux sur qui on procédera à des séries de tests. Un ours a été repéré sur l'immensité des glaces. Une course-poursuite s'engage. Ok, la fléchette est en place. Faut attendre à peu près 10 minutes et on verra où nous en sommes. L'animal ne tarde pas à s'écrouler. L'hélicoptère s'est posé auprès de l'ours. Une série d'analyses débute. Il faut faire vite pour minimiser le stress de l'animal. La langue est sortie de la cavité buccale pour éviter les risques d'étouffement. Sur la face intérieure des lèvres, on découvre un tatouage ancien. L'animal a déjà été capturé par la même équipe. C'est une bonne nouvelle, car on pourra comparer les données actuelles avec celles du passé. Le tatouage est rafraîchi à l'encre verte. On extrait un échantillon du contenu de l'estomac. Nous sommes à 40,7. Nous sommes à 22. 2,22 ? Oui. Il est un peu maigre. Il est grand, mais il est maigre. Des échantillons de poils sont prélevés. Nous prenons un échantillon de la respiration de cet ours et j'essaie de faire en sorte de lui maintenir la gueule bien fermée pour que l'air ambiant ne pénètre pas dans le sac. Ensuite, nous allons étudier l'échantillon pour savoir où se situent les animaux qu'ils consomment dans la chaîne alimentaire. L'échantillon d'air permettra aussi de savoir de quelle manière l'animal brûle ses propres graisses. Bref, les données recueillies donneront accès à une connaissance intime de ses habitudes et de sa physiologie. D'autres prélèvements, par exemple de sang ou d'excréments, permettront de savoir si des parasites sanguins ou intestinaux témoignent d'un changement d'habitude alimentaire de l'animal. Et voilà un échantillon de graisse. Avant de le réveiller, il faut connaître le poids de l'animal. Pour cela, on a mis en place sur un trépied une solide balance. L'ours pèse 350 kg. Il ne reste plus qu'à le libérer de toute entrave. Pendant que l'ours se réveille, très graduellement, un espace est dégagé à la base de son cou pour un boîtier émetteur. Un numéro est également peint sur son dos
pour faciliter l'observation à partir de l'hélicoptère. La température continue d'aller dans la bonne direction. Dans le brouillard de ces temps de troubles pour leur espèce, les ours polaires doivent trouver de nouveaux points de repère. Les études de Christine Simak et de son équipe en Alaska, mais aussi les travaux des chercheurs en Russie ou au Canada, prouvent irréfutablement que les femelles, de plus en plus souvent, parcourent des centaines de kilomètres pour quitter la banquise. Elles s'enfoncent à l'intérieur des terres et creusent leur tanière dans les glaces continentales. Des bébés naissent loin du milieu traditionnel de leur espèce. Leur vie, sans doute, se partagera désormais entre plusieurs territoires, selon les règles de l'adaptation au milieu. Se peut-il que nous sous-estimions la capacité d'adaptation des espèces? L'ours polaire fut d'abord ours brun. Les deux espèces n'ont divergé que voici 150 000 ans, un temps très bref, rapporté aux millions d'années depuis lesquelles leur famille existe. Pourquoi, en Arctique, l'ours brun est-il devenu ours polaire? Parce qu'un poil blanc lui permettait mieux de se fondre dans le paysage et de passer inaperçu de ses proies, mais aussi parce qu'une couche de graisse plus épaisse lui permettait d'affronter des températures inférieures à moins 40 degrés Celsius. Brun ou polaire, les deux ours ont conservé de leur ancêtre commun la capacité de produire les hormones qui leur permettent de ralentir leur métabolisme en hiver. Cependant, chez les ours polaires, seule la femelle reste plusieurs mois en tanière. En devenant polaire, l'ours s'adapta encore mieux à l'environnement marin, grâce à un corps plus fuselé, un museau plus long, les doigts reliés par une membrane formant une petite palme. Peu d'espèces ont été ainsi capables de s'adapter à un nouvel environnement en si peu de temps. Certains estiment que l'ours polaire, en fait, ne serait même pas encore devenu une espèce à part entière, puisqu'il peut engendrer des bébés féconds conçus avec un ours brun. S'éteindra-t-il avant même d'avoir achevé sa route vers la spéciation? Christine Simak est de retour sur sa base. L'heure est aux analyses et aux conclusions. Notre mâle a donc 10 ans. Je m'attendais à ce qu'il soit plus âgé, à en juger par l'état de ses dents et de sa condition générale de maigreur. Et puis je me suis fait la réflexion qu'il se trouvait peut-être sur le continent parce qu'il n'était pas à même de bien s'occuper de lui. Nous avons déjà capturé cet animal en 2007. Nous l'observons donc depuis moins longtemps que d'autres individus. À cette époque, il pesait 375 kilos, ce qui n'est pas mal pour un animal de sa taille. Donc il était presque aussi mince que maintenant. Nous nous habituerons à voir évoluer des ours dans des environnements dépourvus de glace. Jusqu'à quel point s'habitueront-ils, eux, à y vivre? Sur ce point, le passé peut-il nous renseigner? Voici environ 130 000 ans se produisit une période dite interglaciaire. Les températures montèrent,
Les glaces fondirent au point qu'on n'en trouva même plus au pôle Nord. L'ours polaire existait déjà, ce qui signifie que l'espèce a d'ores et déjà trouvé le moyen de survivre à un réchauffement climatique extrême. Se pourrait-il alors que le véritable péril pour l'ours polaire réside non en une cause unique, mais en un empilement de facteurs? Que se passe-t-il pour une espèce si le bouleversement de l'environnement s'ajoute par exemple à la pollution du milieu et à l'empoisonnement de tout l'organisme par le mercure et autres substances toxiques? Une expédition organisée par plusieurs universités canadiennes et européennes va apporter à cette question des éléments de réponse surprenants. Nous sommes au Nunavut, au nord-est du Québec, en pays inuit. L'opération mobilise un groupe d'Inuits dont la tâche consiste à aller poser des pièges sur la banquise et sur les terres glacées. Aux endroits jugés favorables par un ancien, il faut planter des piquets dans la glace. Au milieu du piège, on place un morceau de carcasse. Les piquets sont ensuite tendus de fils de fer barbelés. Les fils ne doivent pas être trop tendus, car il ne s'agit ici ni de capturer, ni de blesser un animal. Le lendemain, ou plusieurs jours plus tard, les hommes viennent relever les pièges. Ils remarquent à proximité du piège l'empreinte d'un grand ours attiré par la carcasse. C'est le signe que le piège a fonctionné. Pourtant, aucun ours ne s'y est pris, car ce que voulaient capturer les Inuits, ce sont des poils. Les touffes, soigneusement conditionnées, seront envoyés le lendemain au laboratoire des différentes universités commanditaires. Sans le savoir, ces Inuits, traqueurs de poils d'ours polaires, vont contribuer à une découverte scientifique majeure. Nous sommes au laboratoire du Muséum d'histoire naturelle de Copenhague, l'un de ceux où les poils d'ours sont étudiés. Rune Dietz a procédé aux analyses. L'ours polaire produit une nouvelle fourrure chaque année en septembre. Il produit alors une fourrure d'hiver. Les grands individus, les plus gros d'entre eux, peuvent produire jusqu'à 6 kg de fourrure. Nous avons trouvé des concentrations de mercure dans les poils et dans la peau. Les ours se débarrassent ainsi du mercure qu'ils ont dans le foie, par exemple. Un foie pèse 2 kg. Il contient 3 fois ce poids de mercure. Donc, en fabriquant 6 kg de fourrure, l'ours excrète beaucoup de mercure, et c'est probablement pour cette raison que nous voyons des niveaux plus faibles de mercure dans les cerveaux. C'est un incroyable mécanisme de régulation qui a été découvert. L'ours se débarrasse par les poils de l'excès de mercure dans ses organes. L'animal peut-il donc résister à tout? Sans doute pas. En tout cas, à un autre péril qui le guette, la chasse. Les 5 nations qui abritent des ours polaires ont pris des mesures de limitation, voire d'interdiction de la chasse à l'ours polaire. Cependant, les États-Unis, le Groenland, la Russie et le Canada l'autorisent encore, dans le cadre de quotas, à leur population autochtone. Chez les Inuits, la chasse traditionnelle se perpétue.
Mais les peuples autochtones peuvent rétrocéder leurs droits de chasse pour de fortes sommes d'argent à de riches chasseurs désireux de se donner des sensations fortes. Bob Conana, le plus vieux chasseur du Nunavut, regrette les temps anciens où la chasse était noble et où l'on pouvait encore manger cru la chair des animaux tués. J'ai tué mon premier ours à 13 ans. Aujourd'hui, les conditions de chasse sont dures, en raison de la finesse des couches de glace. À l'époque, l'ours était partagé entre les 5 hommes qui l'avaient tué de la façon suivante. Le corps pour celui qui l'avait tué, les cuisses et les épaules pour les autres. À l'époque, on pouvait manger la viande et la graisse crue, mais aujourd'hui, on doit la faire bouillir. Heureusement, le nombre de prises autorisées dans le cadre des quotas de chasse ne cesse de décroître. Et si la chasse reste largement incontrôlable en Russie, il n'en demeure pas moins que son impact sur l'avenir de l'espèce est désormais marginal. Chaque année, la banquise recule, obligeant les ours à rester plus longtemps sur la terre ferme. Ils doivent alors puiser dans les réserves de graisse accumulées pendant l'hiver. Ce phénomène provoque une détérioration spectaculaire de leur état de santé. On ne peut imaginer aucune amélioration de cette situation. En effet, les prévisions relatives à la réduction de la banquise ont de quoi alarmer. En 30 ans, l'épaisseur de la banquise s'est réduite de moitié. Depuis 800 ans, elle n'a jamais été aussi faible. Et si l'on en croit les images par satellite de la NASA, sa surface diminue de 8% par décennie. Il se pourrait ainsi qu'à ce rythme, en 2100, un été perpétuel règne en Arctique, favorisant d'autres espèces que l'ours polaire. Ces espèces viendraient disputer son écosystème à l'ancien seigneur des glaces, relégué cette fois pour de bon aux lisières de l'extinction. Déjà, les ours se rapprochent des hommes en quête de nourriture. Ils côtoient des chiens ou des renards susceptibles de leur transmettre des parasites. Ils fouillent les décharges publiques au risque de contracter des infections. Ils effraient les hommes. À Churchill, ville du Manitoba au Canada, une patrouille d'officiers de la faune et de la flore est en perpétuelle alerte. Leur mission, protéger les humains des ours et les ours d'eux-mêmes. Les animaux qui s'approchent de trop près des populations sont anesthésiés l'un après l'autre. Les prisonniers sont ensuite confinés dans une cellule en attendant qu'on puisse les transférer loin de la ville.
La proximité des hommes, devenus pourvoyeurs de nourriture, perturbe gravement les comportements des ours. Ces derniers, en effet, sont faits pour se gaver du printemps au début de l'été et pour jeûner le reste de l'année. Ils sont les seuls mammifères à faire ralentir leur métabolisme en cas de pénurie alimentaire. Le bouleversement de leurs habitudes alimentaires perturbe leur cycle naturel. Une autre cause de perturbation des comportements de l'ours est aussi liée à la coexistence contrainte avec les communautés humaines, le tourisme. La ville de Churchill, par exemple, se dit fièrement capitale mondiale des ours polaires. Au début de l'hiver, des centaines d'ours s'y retrouvent en attendant que la banquise durcisse. Pendant cette période, les touristes affluent, au risque de dénaturer les comportements de l'espèce. D'autres présences inopportunes pourraient achever de dénaturer l'espèce et, éventuellement, de provoquer son extinction. Si le réchauffement climatique libérait le pôle Nord de ses glaces, des routes maritimes pourraient le traverser, raccourcissant de plusieurs milliers de kilomètres le trajet des grands navires pétroliers et porte-conteneurs. Les ressources de l'Arctique deviendraient accessibles, et notamment ses réserves de gaz et de pétrole. L'exploitation économique intensive de ces nouvelles routes et de ces gisements provoquerait sans doute la disparition de l'ours polaire. La fonte de la banquise faciliterait le transport maritime en Arctique par la route du Nord qui longe les côtes russes et le passage du Nord-Ouest qui longe celle de l'Alaska et du Canada. La disparition pure et simple de la calotte glaciaire permettrait, elle, la création d'une ligne droite entre les océans Atlantique et Pacifique. Au centre de détention haute sécurité pour ours polaires, les animaux sont endormis en vue d'un incroyable voyage aérien vers de nouveaux espaces. Pourquoi plusieurs ours quittèrent-ils un jour leur domaine, traversant des eaux inconnues, pour échouer sur une île hostile? Nul ne le saura jamais vraiment. Mais leur cas illustre la fragilité d'une espèce contre laquelle tout se ligue, la faim et le soleil, les hommes et l'océan, et l'infini péril d'habiter la terre. Aujourd'hui, l'ours polaire peut tout aussi bien survivre que s'éteindre. Pour lui, rien n'est écrit.